Ok. Donc normalement, si j'ai pas eu de retour hein, pour le son, ça doit être bon, j'imagine. Ok. Alors, est-ce que vous êtes en forme pour notre soirée? Souvent, on se présente. La dernière fois, on a un petit peu commencé comme ça. On dit la ville d'où on vient, etc. Là, peut-être ce soir, ce que j'avais envie, bah, c'est qu'on change un peu. C'est peut-être juste me mettre un mot avec votre météo intérieure du soir. Voilà, s'il y a deux mots, allez, je vous en voudrais pas. Je vous en tiendrai pas rigueur. Mais voilà, jetez-vous à l'eau. Ces webinaires, ils sont un petit peu plus passifs hein, que les ateliers que je propose d'habitude. Donc, je vais quand même vous demander un peu d'interagir pour pas s'endormir. Et voilà, là, c'est un peu briser la glace. C'est juste un mot, l'humeur du soir, avec quoi vous arrivez. Ce soir, bah, il n'y a que des humains qui sont en chemin dans le groupe. Et vous n'êtes pas seul à croire que peut-être vous ne pouvez pas oser écrire, partager, voire même prendre la parole dans le temps de questions-réponses à la fin. Donc, si ça se trouve, bah, tout le monde se dit la même chose. Alors forcément, ça va être compliqué. Donc voilà, il y a un petit chat hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et vous pouvez en fait écrire dedans, voilà, par écrit. Puis comme je disais, bah, après, on aura peut-être un temps de questions-réponses à la fin. Et puis, voilà, je proposerai de prendre la parole. Alors aussi, avant que je démarre, à titre d'info, donc j'ai créé un groupe LinkedIn pour les personnes en fait qui m'ont connu par LinkedIn. Donc, je vais vous le remettre justement dans le chat. Ok, fatigué mais positif. Bon bah génial. Donc il y a de l'énergie pour François. Ouais, donc le lien que je viens vous mettre là dans le chat, c'est en fait si vous êtes sur le réseau LinkedIn, c'est un groupe que j'ai créé où je vais déposer les replays. Je pense que je déposerai un petit peu d'autres ressources. Donc vous pouvez vous y inscrire si vous n'y êtes pas. Voilà. Et puis, bah, en attendant que vous déposiez encore votre météo intérieure, bah, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire donc sur les forces et les compétences singulières des hauts potentiels sensibles. Donc, en fait, c'est un peu le deuxième volet. Alors, je vais accepter en même temps des personnes qui se connectent. Donc, c'est le deuxième volet en fait de la série. Le premier webinaire, on l'a fait il y a... Alors, il y a des gens qui arrivent. Alors, je vais attendre un petit peu parce que sinon, je vais m'interrompre toutes les minutes. Des personnes qui sont en train de se connecter. Donc on démarre doucement, voilà. Et puis je disais, bah, en fait, ce webinaire, c'est le deuxième volet. Il y a une quinzaine de jours, on a fait donc un webinaire qui est toujours disponible en replay sur plutôt les défis et les challenges. Donc, juste pour résumer, hein, on a abordé en fait les principaux défis au travers des âges, donc de l'enfance à l'âge adulte. Et en gros, il y avait, on va dire, quatre points principaux. Donc, il y avait le défi d'oser d'être soi, la régulation des émotions, le fait de mieux vivre en fait l'hypercognition. Donc, l'hypercognition, c'est le fait en fait de penser tout le temps, d'avoir cette pensée justement dite en arborescence. Et puis, le quatrième défi qu'on avait abordé, c'était tout ce qui était relation sur le plan perso et sur le plan pro. Voilà. Donc ça, c'était ce qui était prévu enfin, il y a 15 jours. Et moi, mon constat, c'est qu'en fait, il y a trop peu de personnes hein, qui parlent des potentiels, des talents, des compétences en fait singulières, des hauts potentiels sensibles. Or, il y en a. Alors peut-être que vous-même, là, en m'écoutant ce soir, en fonction de votre avancement personnel, peut-être que vous ne voyez aujourd'hui principalement que des difficultés, voire éventuellement des souffrances assez caractéristiques. On pourra en échanger à la fin. Mais en fait, en poursuivant la route, vous découvrirez qu'il n'y a pas que cela, en fait. Et en fait, c'est sur quoi, là, nous allons mettre de la lumière ce soir. Alors aussi, il va y avoir pas mal de mots nouveaux. Alors la dernière fois, il y en a un petit peu eu, mais là, j'avoue qu'il y en aura d'autres. Donc, ça va être assez intéressant de les découvrir. En fait, comme dans chaque domaine, hein, que ce soit de la psychologie, etc., bah, chaque domaine a ses propres termes. Souvent, il y a un vocabulaire spécifique pour l'univers des Hébreux. Et en fait, tant qu'à faire, donc là aussi, je vais vous mettre le lien dans le chat. En fait, j'ai commencé à construire, alors moi, j'ai appelé ça le dico des cerveaux turbos. Donc peut-être que voilà, dans le cadre du groupe LinkedIn, bah, on sera amené, je vois que ça fait sourire certaines personnes, donc voilà. Et puis, bah, Hélène, ok, apaisée, ressourcée. Ok, voyage dans mes annales akashiques. Ok, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais disons, c'est quelque chose qui est assez puissant, qui permet aussi de se reconnecter à soi. Voilà, donc dans le chat, je viens de vous déposer. Normalement, vous pouvez le télécharger, c'est un PDF.
Si vous avez des soucis, je pense que je le renverrai certainement par mail. Mais c'est un peu pour trouver toutes les notions dont je vais aborder ce soir. Vous ne soyez pas obligé de chaque fois de chercher le nom, etc. Donc là, j'ai un petit peu groupé ça là-dedans. Donc, je vais peut-être pas aborder tout ce soir, mais j'ai essayé de regrouper quelques items. Avant de démarrer, donc parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, donc je vais rapidement me représenter. Donc aujourd'hui, en fait, j'accompagne les personnes qui sont en chemin vers leur souveraineté intérieure, donc ce fameux pouvoir personnel dont on parle en fait depuis tant d'années. Et en fait, aussi toutes les personnes finalement qui vivent des challenges pour réguler leurs émotions, et en particulier les personnes hypersensibles et au potentiel. Donc moi, mon intention, en fait, c'est de les aider, de leur permettre de libérer toutes les pensées, les croyances limitantes, les émotions bloquantes, les mémoires aussi, afin qu'elles puissent vivre leur plein potentiel. Donc une partie de mes accompagnements est sur le plan plutôt perso, l'histoire de vie, et il y a une partie plutôt sur le plan professionnel. Alors, comment j'en suis arrivée là? En fait, je me suis spécialisée dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Déjà parce que pour moi, les émotions, elles font finalement partie de notre humanité et de nos vies, en fait, de tous les jours. C'est ce qui aussi nous permet de nous sentir plus vivants. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui rejettent ou qui ressentent en fait beaucoup de difficultés pour accueillir et libérer ces turbulences. Et en fait, ça a aussi été mon cas pour ma part, donc jusqu'à mes 30 ans. À 30 ans, il y a vraiment eu une bascule en fait, hein. J'ai ouvert, je dirais, une fenêtre dans la conscience de qui j'étais et de ma place en fait dans le monde. Et quand je dis qu'une fenêtre s'est ouverte, c'est vraiment l'impression que ça m'a fait parce qu'en fait, dans les 10 années en fait précédentes, c'était vraiment une traversée d'un tunnel. Aujourd'hui, je qualifie ça de nuit noire de l'âme, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une déconnexion. Mais en fait, c'est grâce à cette plongée dans les abîmes que en fait, j'ai pu petit à petit apercevoir, je dirais, des lumières hein, qui se sont rallumées dans ma vie au travers de rencontres, etc. Alors je dis bien grâce à ça, parce que, alors sur un plan, je fais une petite parenthèse, hein, mais sur un plan très neurologique, en fait, notre cerveau, on perçoit les choses uniquement par contraste. Ça, c'est dû à un réseau. Alors, je l'ai mis dans notre dicto là, des cerveaux turbos. C'est un réseau dit de science, en fait, qui a été développé. Alors, au début, c'était par rapport aux prédateurs, en fait, hein. Il nous permet d'identifier, en fait, plus efficacement dans notre environnement les objets, les mouvements subtils, etc. Et donc, le cerveau, il est plus sensible, en fait, aux variations qu'aux constantes. Donc, une lumière qui est allumée soudainement, elle est plus perceptible qu'une lumière, en fait, qui serait constante. Voilà, petite parenthèse. Alors, des rencontres, des outils sont venus à moi après sur le chemin. Donc, je les réutilise aussi en séance hein, depuis 7 ans maintenant que je suis installée. Quoi dire d'autre? Depuis enfant, je suis fortement connectée au monde spirituel. Donc, je voyais des couleurs singulières, je sentais beaucoup de présence en fait autour de moi. Je parlais aux animaux, végétaux, bref. Et en fait, pendant cette nuit noire de l'âme, j'ai complètement perdu la connexion. Wi-Fi, perte de réseau total, voilà, bug. Et en fait, ils sont revenus ensuite grâce à un travail profond sur le plan physique, émotionnel, énergétique. Donc, c'était vraiment un travail complet et puis aussi spirituel. Voilà. En parallèle de ça, donc j'ai une carrière scientifique dans le domaine de la chimie, la santé au travail, l'environnement, que j'ai exercé 18 ans. Donc ça fait effectivement un sacré mélange, on pourrait voir ça comme ça. Et en fait, je suis aujourd'hui très reconnaissante de ce parcours cartésien parce que ça m'a permis en fait de m'ancrer, de structurer ma pensée. Et puis peut-être que je vous raconterai d'ailleurs des anecdotes à ce sujet à l'occasion, j'en ai plein. Voilà, donc j'étais plutôt dans le domaine de la pollution de l'eau. Et dans le laboratoire où j'étais, en fait, on inventait, on innovait pour trouver des procédés nouveaux pour dépolluer. Ma spécialité à moi, c'était plutôt la recherche fondamentale. Donc, c'était en fait la recherche des origines et des sources de pollution, et puis la compréhension de tous les mécanismes associés. Et en fait, dans mon cheminement personnel, j'ai pris conscience que l'origine des pollutions était avant tout dans les comportements, les manières de penser, agir, produire, etc. Donc, en fait, dans l'esprit humain. Alors, j'entends peut-être certains d'entre vous déjà penser, ah oui, c'est affreux, les humains polluent leur univers, les humains sont mauvais, c'est de la bêtise humaine.
hein, ça doit parler à certains. Eh bien, en fait, je suis pas d'accord avec ça. En fait, je vous invite là, c'est à prendre un peu de hauteur, hein. Ok, il y a des pollueurs, ok, il y a des guerres, il y a des atrocités, on est bien d'accord sur cette planète. Mais aujourd'hui, moi, je vois des jeux de rôle en fait sur la pièce de théâtre en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe quand certains polluent? Et là, je suis bien placée pour l'en parler, c'est que d'autres se dépassent pour inventer des solutions. Des bateaux pour collecter des plastiques, des déchets, voilà, des innovations en fait qui font évoluer les connaissances. Donc peut-être que certains, en tout cas, c'est une hypothèse que je vous propose ce soir, hein, acceptent des fois de jouer le mauvais rôle pour que certains puissent exprimer leur plein potentiel, en fait. Donc c'est un peu comme si chacun joue un rôle à un instant T, et puis voilà, c'est une hypothèse que je vous laisse à méditer. Alors voilà, il y a pas mal de choses à vous partager ce soir, donc je vais arrêter là ma bio. Donc, comme je disais, on continue ce soir la saga qu'on a démarrée maintenant il y a 15 jours sur les hauts potentiels sensibles. Donc, je revois des personnes qui étaient là au premier. Donc, je suis ravie de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien aussi pour les derniers qui sont arrivés. Alors, dans mon jargon, j'ai choisi d'utiliser le terme de haut potentiel sensible, en fait, pour rassembler des caractéristiques qui sont liées à la douance et à l'hypersensibilité. Et en fait, faire le pont entre plusieurs formes d'intelligence. Voilà. J'en dis plus dans le premier webinaire. Donc, si vous voulez reprendre le replay, je ne vais pas tout répéter, en fait. Mais en gros, mon approche, c'est que je n'oppose pas, en fait, l'intellect à la sensibilité. Les hauts potentiels intellectuels et les hypersensibles ou les HPE, en fait, je me place dans la, voire les zones en fait de recoupement. Voilà. Donc, j'insiste aussi que dans tout ce que je vais partager, ça ne va pas être exhaustif, que vous n'allez pas vous retrouver dans toutes les caractéristiques, que chaque personne est unique et qu'on a vraiment différents chemins aussi qui sont issus de notre histoire, de notre expérience et de nos apprentissages finalement. Alors, pour démarrer, donc parmi les forces en fait singulières que j'avais envie de partager avec vous, ben, je pense que la première, c'est l'empathie, en fait. Cette capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Donc, on avait vu un petit peu la première fois que les hauts potentiels sensibles, ils recherchent émotionnellement déjà le sens de leur existence, voire de la vie de façon très générale, hein. Ce sont souvent des chercheurs de vérité qui sont authentiques, entiers, intègres aussi dans leurs relations. Et les personnes, justement, à haute sensibilité sont aussi capables de défendre des causes qui sont plus grandes qu'elles, donnant ainsi finalement une vraie ouverture consciente à la vie. Donc, en se reconnectant à la petite voix, hein, ce qu'on appelle la petite voix, c'est un peu la sagesse intérieure, mais en fait, elles sont aussi garantes pour moi de cette capacité à aimer au-delà de la forme, au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà des apparences. Donc, le premier pour moi talent, c'est cette connexion en fait émotionnelle qui peut nous donner un sens profond d'appartenance et en fait nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos expériences. Alors bien sûr, il y a des fois des conditions, hein. On en profite surtout, je dirais, quand on a les blessures de l'histoire de vie, donc les blessures égotiques, les failles qui sont en fait guéries ou en cours de guérison. Donc, confère ce qu'on avait vu dans le premier webinaire, hein, parce qu'en fait, on peut vraiment avoir d'abord tendance à se couper en fait de l'humanité, parce qu'on ne s'y retrouve pas, parce qu'on s'est senti rejeté, etc. Enfin, il y a plein de raisons à ça. Donc, cette empathie, c'est qu'en fait, en percevant les émotions des autres, en fait, on peut vivre, pour moi, des relations qui sont plus authentiques. Et ça nourrit un sentiment aussi de vitalité, de satisfaction intérieure. Lorsqu'on se sent en fait connecté aux autres, d'ailleurs, quand on a l'émotion de joie, on a envie de la partager, eh bien en fait, on peut avoir ce sentiment d'être profondément vivant. Donc l'empathie, ben, amplifie en fait cette sensation de lien humain qui est essentielle pour ressentir en fait ce sens, cette plénitude dans notre existence. Alors bien sûr, à chaque fois, hein, vous pouvez aussi interagir dans le chat, commenter, partager. Je lirai vos commentaires après, mais sentez-vous aussi libre, hein, de voilà, réagir au fur et à mesure. Donc l'empathie, c'est OK, cette capacité à ressentir ce que peut ressentir une autre personne, mais en fait, c'est aussi cette capacité de nous connecter à nous-mêmes, en fait. Ça commence par une meilleure compréhension de soi. Souvent, on l'oublie parce que l'hypersensible est d'abord tourné vers l'autre. Mais on a cette capacité, en fait, parce qu'on est capable de ressentir intensément. Donc après, des fois, oui, il faut apprendre à identifier nos émotions, à les nommer quand on n'a pas pu le faire pendant l'enfance, par exemple.
Mais finalement, on a cette intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, qui peut nous permettre de mieux gérer des situations difficiles en fait et de respecter nos besoins. Voilà, donc en étant empathique avec nos propres émotions, ça c'est quelque chose des fois auquel on ne pense pas, on apprend à écouter nos besoins petit à petit, à poser nos limites, hein, c'est tout un cheminement, et à nous respecter. Mais on a cette capacité-là qui est intrinsèquement présente, finalement. Ça peut nous aider aussi à être plus compatissants envers nous-mêmes lorsqu'on traverse des moments qui sont des fois challengeants, qui sont difficiles. Et cette capacité, bah, ça nous permet aussi, au lieu de nous juger, de nous critiquer, en fait, de nous offrir de la douceur. Et ça réduit aussi l'auto-sabotage, hein, ces petites phrases qui tournent des fois, où on se critique, etc. C'est aussi cette empathie qui nous permet, je pense, en partie, il n'y a pas que ça, hein, mais cette résilience face aux défis. Parce qu'elle nous permet de voir aussi nos faiblesses comme des opportunités d'évolution, de croissance, plutôt qu'en fait vraiment des obstacles qui sont enfermants. Donc je disais, voilà, ça facilite la compréhension, la compassion, donc deux qualités qui peuvent en fait nous permettre de faire face à l'inconnu avec plus de sérénité et en comprenant finalement que chacun bah, traverse ses propres défis et ça nous ouvre en fait à d'autres perspectives finalement. Il y a aussi, alors en lien, hein, je le mets vraiment là encore toujours dans ce premier volet, cette première caractéristique, c'est qu'en fait, les hauts potentiels sensibles, ils arrivent très souvent à développer une capacité à accueillir les différences, à s'adapter à différents publics pour être parfois d'excellents ambassadeurs, des conciliateurs, communicants, des fois des avocats, hein. On avait vu qu'il y avait vraiment ce sens de la justice qui est souvent très développé. Alors, bien sûr, on peut se dire il y a des compétences, des capacités qui sont innées. Mais en fait, j'ai aussi également observé dans les personnes que j'accompagne qu'il y a de nombreuses qualités de cœur qui sont en fait révélées justement par les blessures de notre vie. Par exemple, je prends un exemple, dans les blessures fondamentales, on peut avoir souffert de rejet. Et en fait, ça fait qu'on ne souhaite pas faire vivre en fait ce sentiment à l'autre, puisqu'en fait, il y a cette empathie. Et en fait, donc, bah, on peut être encore plus à même que quelqu'un d'autre d'accueillir et de reconnaître tout à chacun dans sa singularité. Donc, vous voyez, ça on n'y pense pas, hein. On pense toujours au côté, les blessures, ça a des impacts négatifs, mais en fait, non. Les blessures, en fait, créent aussi des ouvertures de conscience et nous permettent des ouvertures aussi du cœur. Donc en fait, derrière chaque blessure apparente, il y a un potentiel, il y a une qualité, il y a une force. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a, alors je crois que c'est un art japonais, j'aurais pu mettre une photo, mais en fait, tout ce qui est les vieilles poteries, ils vont en fait mettre de l'or dans les fissures. Je ne sais pas si certains ont vu ça, je ne sais plus le mot, comment ça s'appelle. Si certains le connaissent, voilà. Mais en fait, c'est comment justement on arrive à embellir, comment on arrive à être résilient et à faire en fait de nos failles une force. Voilà. Puis on dit que c'est nos fissures hein, qui permettent justement à la lumière de rentrer aussi. Donc voilà, je vous laisse encore une fois réfléchir là-dessus, mais c'est un art en tout cas japonais. Donc, si on voit un peu les traumas de vie sous cet angle, ça peut changer pas mal de choses, hein, et puis transcender les blessures pour pouvoir en fait refaire confiance à la vie et comprendre le sens caché, parce que c'est souvent ça qu'on a du mal, on ne comprend pas, mais à quoi ça sert en fait ce que je vis là? Voilà. Donc ça, c'était un peu pour ce premier point, donc ce côté empathique envers soi et bien sûr envers les autres. Et je crois vraiment dans cette compétence qui peut nous permettre de renforcer en fait notre souveraineté, en fait en se respectant mieux, en se sentant plus vivant et petit à petit en faisant confiance à la vie. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir Sophie. Emmanuel, j'ai vu que vous étiez connecté, déconnecté plusieurs fois. J'espère que ça va pour vous. La connexion, elle est peut-être instable. Oui, merci, mais ça va. Ça va. Oui, merci beaucoup. Je vous en Bonsoir. prie, je vous en prie. Ouais, parce que je regarde à la fois la salle d'attente. Donc des fois, si mon regard part un peu, c'est parce qu'en fait, je surveille plusieurs choses en même temps. Le deuxième point.
que je voulais souligner dans les qualités, c'est tout ce qui est capacité de créativité, d'intuition. Et là, on va voir plusieurs notions. La notion de sensibilité avantageuse et différentielle. Alors pour tout ce jargon, hein, je disais à ceux qui viennent d'arriver, en principe dans le chat, j'ai mis un lien. J'ai commencé à écrire un dictionnaire avec toute la terminologie liée au potentiel sensible. Donc vous allez retrouver, sans que vous ayez forcément tout à écrire, ou des fois on entend le mot la première fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc je vais réexpliquer, mais vous avez ça un peu en synthèse dans le document. Voilà. Donc, on avait parlé la dernière fois notamment des enfants. Je vous avais dit hein, qu'il y avait une tendance à s'ennuyer, mais qu'il y avait une énorme capacité en fait d'observation et de perception qui était très développée. Et bien en fait, les personnes qui sont au potentiel sensible, pour moi, peuvent percevoir des informations qui ne sont pas forcément en fait visibles pour tout le monde. Alors, je parle pas forcément de choses mystiques, hein, ça peut, mais c'est pas ça là dont je parle, hein. C'est qu'en fait déjà, il y a une recherche de sens second, c'est-à-dire le fait de lire entre les lignes. C'est-à-dire, voilà, j'interprète, j'essaie de creuser, de comprendre, même quand je lis un texte, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, finalement? Et ça peut aussi se relier à l'aspect sensorialité, hein, c'est-à-dire avoir une lecture qui est un peu globale, un peu sensitive de certaines situations complexes de l'existence. Donc ça, c'est une compétence en fait de vision globale des choses qui va être là aussi grandement utile hein, pour le déploiement de projets complexes avec plusieurs critères, plusieurs paramètres. Voilà, en fait, on arrive à avoir une vue d'ensemble souvent. Et là aussi intervient la pensée divergente ou pensée en arborescence, hein, qui a vraiment cet esprit de, voilà, ça s'ouvre sur plusieurs chemins, plusieurs voies, ou si vous préférez l'image d'un ordinateur où vous avez tous les pop-up en fait qui s'ouvrent en même temps, voilà, c'est ça, c'est plusieurs itinéraires, plusieurs chemins possibles en fait. Donc, il y a cette capacité intuitive qui permet de ressentir, d'anticiper, de prévoir. Et puis, ben voilà, s'il y a un sens de l'organisation suffisant, de gérer des projets qui sont complexes, multiples, de façon polyvalente ou transversale. Voilà. Aussi là-dedans, toujours par rapport à cette notion de créativité, il y a aussi une autre capacité, c'est faire des liens, faire ou créer des liens. Alors des fois, ça peut un peu bousculer les interlocuteurs parce qu'ils disent, mais quand t'es passé de telle idée à celle-là, comment t'as fait là en fait? Mais en fait, cette capacité des fois à transférer des connaissances qui sont liées à des domaines très éloignés du problème qu'on cherche à résoudre, qui sont a priori non compatibles en fait de façon transverse, ça c'est typiquement aussi un mode de pensée justement qui aide à résoudre des problèmes complexes. Alors, il y a des grands sensibles, hein. Bon, bah, il y avait Albert Einstein. Alors, lui, effectivement, c'était un génie. Ils ont réussi, finalement, il y en a eu d'autres, hein, des grands scientifiques ou des grands artistes hein, qui ont réussi ce challenge, en fait, de découverte d'importance pour l'humanité, à fort impact, justement grâce à une lecture différente, en fait, et qui s'affranchissait ben, de la norme, des conventions, de ce qui existait. Voilà. Donc, sans rentrer dans le détail, hein, pour ceux que ça intéresse ou ceux qui connaissent peut-être la théorie des intelligences multiples, qui a été développée dans les années, alors c'est 80, je crois que c'est 83, il me semble, par un monsieur qui s'appelle Howard Gardner. Donc, j'ai dû mettre aussi dans le dico. En fait, là, on pourrait parler d'intelligence conceptuelle, c'est-à-dire de relier les éléments de manière créative, logique et toujours dans cette capacité à gérer des projets complexes. Dans ce côté créatif toujours, bah, je pense qu'on a aussi une capacité à avoir un univers à soi. Donc grâce à ces capacités d'imagination, de visualisation, d'intuition, souvent, justement, il y a une passion artistique. Éventuellement des talents d'esthète qui sont développés. Il y a le goût du beau, voilà, la recherche de quelque chose qui est fin, qui nous correspond, qui a du goût. À ce propos, hein, là aussi, peut-être que vous y reconnaissez, mais si je vous parle là d'orange, de l'orange, le fruit, peut-être que vous ne ferez pas que la visualiser, peut-être que vous pourrez la goûter,
la sentir, presque la toucher en imaginant la granularité de sa peau. Donc ça, c'est fort possible en fait. Et ça, cette capacité, bah, ça aide hein, pour beaucoup d'outils de visualisation créative qui relient justement l'imagination, l'esprit, le corps. Justement, alors qu'on utilise aussi dans les techniques d'état de conscience non ordinaire, hein, mais pas que. L'art-thérapie aussi, ça c'est une excellente possibilité pour libérer ses émotions pour une personne qui est hautement sensible. Voilà. Donc ça, c'est des procédés qui sont vraiment intéressants. Alors, petite parenthèse que je fais là, parce qu'en fait, j'ai beaucoup entendu ça, puis j'entends encore ça. Des personnes qui disent, mais en fait, à propos de l'intuition, hein, ah mais je capte tout, mais c'est pas moi qui choisis. En fait, je subis, hein, je suis hautement sensible ou je suis hypersensible. Ça fait partie de moi. Bah, pour moi, je suis pas d'accord non plus. En fait, pour moi, il y a un choix. En fait, on peut être hyper émissif et hyper réceptif sans en avoir forcément conscience, sans être justement souverain, donc c'est-à-dire sans maîtriser. On a l'impression en fait qu'on choisit pas. Mais là, pour moi, c'est pas un don. En fait, c'est le signe plutôt d'une hypervigilance. C'est d'un système nerveux en fait qui est pas régulé, qui reste en mode alerte. C'est-à-dire, c'est comme si on est branché en permanence sur une fréquence de survie. Et en fait, pour se protéger, ben, sans discernement, en fait, on absorbe tout. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas l'énergie en fait qui nous plombe, mais c'est notre mode de fonctionnement qui nous plombe en fait. Parce que ça crée un brouhaha en permanence, comme si on captait en fait toutes les émissions de radio en même temps. Parce que l'hypervigilance, en fait, elle ne sélectionne pas ce qui est juste ou non. Elle absorbe tout sans discernement. Et ça, c'est lié, voilà, les dernières découvertes en neurosciences. Enfin, justement, je parlais du réseau de science tout à l'heure, c'est vraiment lié à ça. Et pour moi, l'intuition, en fait, c'est une porte qui s'ouvre, en fait. C'est pas une fenêtre cassée qui laisse entrer tous les courants d'air, en fait. Voilà. Donc arrêtons, en fait, de donner notre pouvoir au monde comme si, pauvres petits hypersensibles, on captait tout, on absorbait tout, en fait. Non, c'est le système nerveux qui, là, est en déséquilibre. Donc ça peut être dû, il y a plein de causes, en fait, derrière, hein, mais ça va altérer la perception. Et ça crée des réponses biaisées donc essentiellement basé sur les traumas, hein, plutôt qu'une guidance claire en fait. Voilà, ça résonne parce que j'ai une blessure qui est active. Ça va me parler parce que je vais réactiver ma blessure en fait. Voilà. Et ça, ben, ce système nerveux, quand c'est en mode survie, ça perçoit pas en fait des intuitions, c'est plutôt des alarmes. Et encore une fois, il y a toujours une bonne raison, hein. L'instinct peut nous protéger, hein, comme l'antilope qui est chassée par un zèbre. On a dans notre cerveau ce qu'on appelle l'amygdale qui traite ces informations-là. Elle va s'activer. Et en fait, en principe, l'antilope a des moyens justement que nous, on n'utilise pas en tant qu'être humain pour réguler son système nerveux. Et en fait, elle arrive à décharger et à rééquilibrer directement son système nerveux après. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse sur l'intuition. On pourra en reparler à la fin. Mais en tout cas, pour moi, elle n'est pas subie, elle n'est pas fermée. Au contraire, l'intuition, elle est choisie et maîtrisée. Voilà. Après, il y a l'inverse, hein. Il y a des personnes qui croient, en fait, qui n'ont pas d'intuition. Mais pour moi, dans certains cas, c'est aussi une armure, en fait, hein. Ça les protège, en fait, de ce qu'ils peuvent éventuellement ou ce qu'ils ne savent pas encore gérer en termes de ressenti. Alors souvent, les hauts potentiels sont qualifiés hein, par leur entourage de personnes hautes en couleur. Donc là aussi, je voulais revenir, hein, c'est que les moments de chute, donc de bas, bah, en fait, ils sont proportionnels à nos hauts. Donc la haute sensibilité, finalement, c'est que ça nous permet aussi de ressentir plus fortement ce que je disais tout à l'heure, les moments de joie, la beauté cachée des choses, par exemple, de nous en émouvoir, d'être touché par un rayon de soleil qui éclaire une pièce ou une fleur. Enfin bon, il y a quelque chose effectivement qui nous touche. Et ça, finalement, on l'oublie, mais parce qu'encore une fois, souvent on pense qu'au bas, mais c'est aussi une capacité de nous émouvoir qui est particulièrement importante. Donc, on arrive sur ce fameux concept de sensibilité avantageuse, donc qui a été introduit par plusieurs auteurs en fait. C'est quoi cette sensibilité avantageuse? C'est la chance de ressentir toutes les belles choses de la vie de façon souvent plus intense. Voilà.
Alors, toutes ces compétences hein, que je viens de dire là, juste dans la dernière partie, que ce soit conceptuelle, intuitive, créative, en fait, elles sont pas du tout évaluées dans aucun test d'intelligence à l'état des connaissances actuelles. Voilà. Des choses qui sont encore au-delà de ça et qu'on n'arrive pas forcément à mettre en équation, à quantifier. Alors, il y a d'autres études qui sont plus récentes, donc toujours du côté plutôt neuroscientifique. Donc, pareil, ceux que ça intéresse, j'ai mis la référence dans le DICO. Il y a une étude, alors c'est un chercheur qui s'appelle Michael Plus. C'est écrit Plue2S. Donc ça, c'est 2023, hein, donc c'était il y a 2 ans, qui a en fait étudié la notion de sensibilité au contexte ou sensibilité différentielle en fait, qui explique comment certaines personnes vont réagir plus fortement aux influences de leur environnement. Donc, cette sensibilité, ben, par rapport à tout ce qui nous entoure, ça peut être un atout, ça peut être un défi, effectivement, suivant les circonstances. Mais ce concept, ils l'ont relié à la notion de plasticité biologique, c'est-à-dire que finalement, dans notre cerveau, on a des individus qui varient dans leur réactivité aux environnements positifs ou négatifs. Et donc, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est pour ça que pour moi, c'est aussi un point à soulever, c'est lui, ce chercheur, donc Michael Plus, il a regardé comment des personnes qui étaient très sensibles peuvent en fait bénéficier de manière disproportionnée d'environnements positifs en fait ou de soutien. C'est-à-dire qu'il y a une aptitude à bénéficier davantage des opportunités dans le parcours, telles que des marques de soutien, des programmes de prévention, de formation, des accompagnements thérapeutiques, etc. Donc ça, c'est une qualité en fait précieuse qui peut aussi enrichir la vie parce que si la motivation est là, ben, vous profitez davantage en fait que d'autres d'un environnement, d'un accompagnement qui est soutenant dans l'atteinte de vos objectifs de vie. Ça va jusque-là? Est-ce que vous n'êtes pas trop assommé avec toutes ces notions? Alors, je regarde juste le chat. Oui, c'est ça. Kintsugi, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Oui, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est très joli en fait ce qu'ils font. Le raku, ouais, le raku, ça c'est une autre technique. Effectivement, c'est des cuissons à certaines températures de céramique. Ouais, tout à fait. Le lexique. Alors oui, je vais tenter. Si c'est pas comme la dernière fois, parce que la dernière fois le chat a bloqué. Hop, voilà. Normalement, c'est un document PDF qui peut être téléchargé. Voilà. Puis je disais, je le renverrai certainement par mail aussi. Voilà. Alors, on va voir un autre concept en fait aussi clé à ce sujet, et je ne pense pas que vous en ayez entendu parler. Peut-être que si, hein. C'est la vicariance. Alors, vicariance comme ça vous évoque quoi en fait? Bon, la racine, c'est vicaire. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire en fait pour vous? À la base, pareil, hein, c'est un autre, alors là, c'est un neurobiologiste qui a regardé cette notion-là en fait. Mais je pense que vous savez ce que c'est ou pas. Un vicaire, à votre avis, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Vous pensiez peut-être pas en arrivant qu'on allait parler de vicaire ce soir. Et puis ceux qui en ont entendu parler, bah, ça peut être intéressant de partager. Ouais, un vicaire, ouais, c'est ça. Ouais, vicariante, hein, c'est ça. Je vais l'écrire aussi, hop, le mot dans le chat, hein. Mais ça vient étymologiquement, la racine, c'est de vicaire. Le vicaire, en fait, c'est le remplaçant, le substituant. Donc, c'est une personne qui exerce en fait une fonction à la place d'un autre. Par exemple, un vicaire, donc c'est un terme en fait dans l'Église, hein, c'est un prêtre qui assiste ou qui remplace éventuellement un curé. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici, la vicariance? En fait, la vicariance, c'est la capacité d'un individu à mobiliser différentes stratégies ou solutions alternatives pour atteindre un objectif, pour résoudre un problème. Donc c'est un neurobiologiste, donc en fait il a regardé les animaux, il a regardé le monde animal, et puis toute la notion de biologie, l'évolution en fait, et il a vu que dans certaines espèces animales, bah, il y avait une capacité à s'adapter en fait en trouvant différentes façons d'atteindre un objectif, par exemple de se nourrir. Voilà. Lorsqu'une méthode habituelle fonctionnait pas, vous savez qu'il y a eu plein de changements du climat sur notre planète, etc. Et donc il y a eu des évolutions des espèces. Donc en fait, c'est
une capacité d'utiliser des stratégies pour réussir une tâche. Alors, des exemples concrets, par exemple, un enfant qui est dyslexique, qui a du mal à lire, mais qui va compenser en écoutant des livres audio, par exemple. Ça, c'est un exemple de vicariance. Autre exemple plus basique, ce serait quelqu'un qui a son bras dominant, il écrit avec et qui apprend à écrire en fait avec l'autre main. Voilà. Autre exemple, on se retrouve dans le noir et ça, ça vous est déjà arrivé. Bah là, vous n'avez plus la vue, vous pouvez plus vous repérer avec la vue, mais vous devez vous orienter en fait avec vos mains, vos touchés, votre ouïe, etc. Voilà, donc tout ça, c'est des exemples de vicariance. Ou bien, alors chez les hauts potentiels, j'en avais parlé un petit peu dans les défis d'un premier webinaire, mais des fois, justement, le côté scolaire, on a du mal parce qu'il y a, alors particulièrement dans le domaine des mathématiques, où il y a vraiment une structure, il y a des étapes, etc. Bah, cette démonstration classique, ça va être très compliqué pour un enfant, des fois au potentiel. Mais il peut y arriver en approchant le problème d'une façon plutôt visuelle ou avec une métaphore. Voilà. Peut-être que parmi vous, il y en a. J'avais une question justement, Aude Valérie, si vous Oui, pouviez... oui, c'est Sophie hein, qui parle. Je Voilà, reconnais c'est la ça. voix. Je Est-ce reconnais que la par voix. exemple, est-ce Oui, que ça correspond, par exemple, lors de nos échanges où je vous expliquais fonctionner souvent avec les problèmes par anticipation, avec un plan A, un plan B, un plan C, ouais. et adapter la stratégie en fonction... est-ce que ça correspond à ça? Oui, en fait, tout à fait. Alors, il y a deux choses qui se combinent. Quand vous dites différents scénarios, ben, en fait, c'est cette capacité donc, de penser déjà divergente, OK? Et après, c'est comment je m'adapte, en fait, dans ces scénarios, en fonction du contexte, des ressources, des contraintes, de tous les paramètres rencontrés. Et puis, bah, vous, clairement, il y a vraiment ce multipotentiel hein, qui est présent dans votre chemin. Donc, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Exactement. Donc, en fait, il y a donc cette compétence, donc on parle, l'adjectif, c'est vicarieux. Donc, vous êtes particulièrement vicarieux, voilà. Et ça, ça permet vraiment d'explorer en fait plusieurs fonctions en même temps, hein. Il y a la créativité, donc comme vous le dites Sophie, ben, le fait de trouver des alternatives hein, quand une solution ne fonctionne pas. Il y a la sensibilité émotionnelle, justement de s'adapter aux autres en modulant des comportements en fonction du contexte. Et puis ben, cette hyperconnexion dans l'aspect plutôt neurone, c'est-à-dire faire des liens. Ça, j'ai évoqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais voilà, de dire entre des idées éloignées, des domaines éloignés, ben en fait, du coup, j'ai plus de champs des possibles d'ouverts et ça peut aller sur des stratégies complètement inédites, en fait. Et du coup, on se rapproche quand même, enfin, de manière assez proche de la résilience. Enfin, sauf que Exactement. là, on est vraiment dans quelque chose de plus immédiat. Oui, tout à fait. Ouais. Pour moi, là, exactement, la résilience, il y a une notion, c'est dans le temps. Je vais acquérir des compétences qui vont aussi renforcer bah, sur le long terme les sentiments d'estime de moi, de confiance en moi, de confiance en la vie, etc. Comment je dépasse, j'évoquais ça aussi avant, les blessures pour les transformer justement en force. Oui, pour moi, c'est ça. Mais c'est complètement en lien. Tout à fait. Mm. Exactement. Alors, je continue toujours un peu avec mon vocabulaire. Là, je vous ai dit, ce soir, ça va être un peu coloré. Mais il y a d'autres singularités neurosensorielles. Donc, encore une fois, qui sont plus rares encore. Donc, peut-être certains parmi vous ont ces caractéristiques. Alors, si c'est le cas, je serais super intéressée pour faire une interview sur ma chaîne YouTube avec vous. Encore une fois, si ça résonne. En fait, il y a une singularité qui s'appelle la synesthésie. Alors, je vais vous le mettre aussi le mot si vous voulez. La synesthésie, oups, il doit manquer un E, pardon, j'ai tapé trop vite. C'est synesthésie, mais c'est mieux écrit dans mon dico. Donc ça, c'est un phénomène neurologique qui est assez rare, où en fait les sens se mélangent de manière inhabituelle. En fait, ça signifie qu'une situation, pardon, une stimulation en fait d'un sens, par exemple la vue, ça va déclencher automatiquement une réponse dans un autre sens. Par exemple, l'audition. Donc, exemple, il y a des personnes qui sont synesthètes, qui peuvent voir des sons sous forme de couleurs ou associer des chiffres ou des lettres à des couleurs spécifiques. D'accord? Donc, ça varie hein, d'une personne à l'autre. C'est généralement assez stable tout au long de la vie. Mais il y a des artistes qui ont ça, mais pas que, en fait, hein. Vous voyez, c'est vraiment comment on transforme un sens, en fait, dans un autre. Donc, c'est quand même assez singulier, ça, comme compétence aussi.
La suivante, alors, pareil, je vais essayer à chaque fois de vous le mettre. C'est pas la synesthésie. Ah, alors, je me demande si c'est comme la dernière fois. J'ai l'impression, je vais vous l'écrire en. Alors, c'est l'hyperphantasie. Donc, ça ressemble un peu. L'hyperphantasie, certains avaient entendu peut-être parler de ce mot-là. C'est bon, j'ai l'impression que c'était bloqué au niveau de l'image. Non, c'est bon, vous m'entendez toujours? Ok, bon. Alors, l'hyperphantasie, ça, c'est une capacité de générer en fait des images mentales qui sont extrêmement vives et détaillées. Presque comme si vous viviez la scène, comme si vous voyiez la scène en fait avec vos yeux, alors que c'est pas le cas. Souvent, c'est des personnes qui se représentent justement des situations avec une intensité qui est impressionnante, qui vont ressentir les textures, qui vont entendre des sons et même percevoir des odeurs ou des sensations physiques, vraiment comme si elles le vivaient. Euh, Exemple, c'est arrivé à une cliente que j'accompagnais qui avait vu, donc c'était les dents de la mer. Eh ben en fait, mais ça a été pour elle une semaine ensuite, mais hyper compliqué parce qu'en fait, elle a vraiment cru être comme si elle plongeait en fait dans l'image, quoi avec des sensations physiques d'eau sur elle, enfin des perceptions. Donc c'est un film, voilà, pour ceux qui l'ont vu, il y en a plusieurs et je crois qu'ils sont plus ou moins violents, mais en tout cas, bon, il y a quand même des choses qui sont pas sympas là-dedans. Voilà, donc ça a été en fait assez difficile à vivre. Mais pareil, la compétence, c'est que finalement, quand on va utiliser les techniques de visualisation, justement, et souvent, et notamment par exemple en programmation neurolinguistique, on a besoin d'être associé au sens, à toute la sensorialité, etc. Ben, ça va être génial parce que justement, on va potentialiser en fait tous les effets de la science dans le sens qu'on veut et pas les dents de la mer, quoi, en fait, hein. Sauf si on a envie de se faire peur. Mais oui, avec un objectif, bien sûr, personnalisé, etc. Donc voilà, donc là, ce qu'on vient de voir, la vicariance, la synesthésie, elle, enfin, ça met en lumière vraiment des modes cérébraux qui chacun à leur manière en fait bah, vont optimiser l'utilisation des capacités cognitives, sensorielles dans le cerveau, bah, on mobilise en fait des ressources cérébrales. Voilà. Donc ça favorise aussi la créativité et puis une forme d'intelligence qui est élargie. Autre point, donc autre grand volet pour moi que j'avais envie de vous partager dans les forces, les compétences, les talents, c'est la faculté de poser un autre regard sur le monde, une capacité à se connecter à d'autres états de conscience en fait. Donc on a vu dans le premier webinaire qu'il y avait une importance qui était laissée au questionnement existentiel. Que l'amour universel, la quête de vérité émotionnelle, ben, c'est souvent l'ultime but, en fait, ce qui est recherché. Euh, donc, les hauts potentiels sensibles, ben, en fait, ils peuvent devenir conscients que nul autre ne pourra combler entièrement ce besoin. J'ai bien dit, ils peuvent devenir conscients. Des fois, c'est pas simple au début, hein. Mais en fait, dans le fond, ce qu'ils aspirent, c'est à toucher l'essence de l'autre, c'est-à-dire à établir des connexions profondes qui leur permettent en fait souvent aussi de mieux se comprendre eux-mêmes, en fait. Donc, il y a vraiment cette envie de partage profond, de connexion et il y a toujours une recherche d'équilibre entre la solitude, souvent qui est nécessaire pour leur croissance personnelle, leur ressourcement aussi. Et puis la relation intime avec autrui, qui n'est pas en fait donc fondée sur la dépendance, la fusion, mais plutôt une véritable rencontre de l'essence de l'autre. Donc souvent, on cherche des relations peut-être moins nombreuses, mais avec une qualité de connexion plus profonde. Voilà. On avait aussi vu la première fois, je vous avais parlé du concept d'une philosophe qui parlait de la nostalgie de l'ailleurs. Ça peut être vraiment la dimension centrale dans la façon de lire le monde, hein. C'est-à-dire cette quête infinie de sens, de profondeur, l'amour universel. Et en fait, souvent, on sait que c'est insaisissable,
mais malgré tout, il y a quelque chose en fait en nous qui nous pousse à avoir envie de le poursuivre. Voilà. Pourquoi en fait il y a telles questions existentielles qui sont prégnantes parmi nous? Alors il y a plein d'hypothèses, hein, plein de possibilités, mais si je me base encore une fois plutôt là sur les travaux de neurosciences, bah, en fait, déjà, c'est qu'il y a besoin pour se poser ces questions d'une profondeur de pensée, de réflexion, puis un mode de pensée plus conceptuel, en fait. Donc ça, l'aspect conceptuel, on en a parlé avant. Moi, ce que j'observe aussi souvent, c'est qu'il y a un détachement plus ou moins marquée vis-à-vis des considérations plus superficielles de la vie et une responsabilité sociétale qui est élevée. Hein. Souvent, il y a Saverio Tomasella, oui, c'est ça, qui lui disait la phrase des hypersensibles, c'est je suis parce que nous sommes. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que finalement, on fait les choses parce qu'il y a un collectif, parce qu'il il y a un dépassement de soi, on ne le fait pas pour nous, en fait. Mais sur cet aspect traitement en profondeur de l'information, donc ça c'est, je renvoie à Hélène Aron, qui a mis ce processus de traitement au niveau des pensées et qu'il a vraiment qualifié de profondeur de traitement de l'information. Donc elle a montré ça, elle a fait des études par imagerie IRM des cerveaux. Et c'est vraiment des capacités neurologiques qui sont singulières. Hein. C'est le propre de la neuroatypie. Et donc, il y a vraiment cette capacité à réfléchir plus longuement sur les événements, les expériences, les interactions, etc. Et là, vraiment dans les aires, hein, donc c'est le cortex préfrontal dans le cerveau, où il y a une activité qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus importante, etc. Voilà. Et puis, en lien aussi avec ce traitement en profondeur de l'info, je fais aussi le lien avec la mémoire. Parce que du coup, comme il y a cet approfondissement des informations, bah, souvent une mémoire qui est émotionnelle, qui est plus forte en fait. Encore une fois, hein, ça dépend. Il peut y avoir des traumas qui font qu'à un moment, on ne se rappelle plus ou qu'on s'est coupé justement des émotions. Mais en fait, normalement, en mode, je dirais normal, lorsqu'on traite des informations, ben, on associe des émotions souvent intenses, du coup, il y a cette haute sensibilité. Et ça renforce le processus d'encodage, en fait, des informations en mémoire long terme. Voilà, donc on relie l'info aux émotions qui sont profondes et on peut se souvenir plus efficacement des événements émotionnels et des détails souvent qui échappent à d'autres. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Dans les cas de double exceptionnalité, donc je vous en ai parlé la première fois, c'est-à-dire on peut cumuler par exemple le potentiel avec un TDA, c'est-à-dire un trouble du déficit de l'attention, bah, des fois on perd en fait cette capacité-là. Donc c'est pour ça que voilà, faut vraiment nuancer. Il y a tous les profils possibles, mais l'émotion étant souvent rattachée à la mémoire, il peut quand même y avoir des personnes qui ont une mémoire émotionnelle en général assez élevée. J'ai parlé, alors les autistes hein, aussi, je ne sais pas si vous avez vu, c'était une vidéo qui était à un moment donné sur Internet, mais il montrait un autiste en fait qui montait en hélicoptère au-dessus d'une ville. Je ne sais plus combien de temps a duré le survol, mais je crois que c'était maximum 1 heure. Ils ont redescendu la personne et en fait, il était en capacité mais de retranscrire un nombre de détails, enfin l'architecture, les bâtiments, les couleurs, enfin c'était impressionnant comme il avait eu une mémoire des détails en fait informationnels qu'il avait perçus quoi. Donc il y a voilà tout le panel en fait là-dedans dans ces compétences-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Bon, peut-être un petit volet, c'est vrai que j'ai moins détaillé, mais par rapport au monde du travail, pour moi, il y a des potentiels aussi de leadership, d'encadrement, en fait, qui sont là, alors plus ou moins latents, encore une fois. Puis il y a aussi le libre arbitre de est-ce qu'on a envie de les développer ou pas. Et puis, bon, quid des structurations, des organisations de travail. Donc, bref, on est d'accord, mais dans les compétences, en fait, de leadership, il y a quand même des points forts dans ces profils. Il y a l'authenticité.
On en a parlé au début, le côté entier, le côté intègre, et puis ça justement, ce côté éthique, l'équité dans le comportement par rapport à une équipe, c'est quand même assez important. Et puis ça peut insuffler la confiance aussi parmi les employés. Donc il y a une capacité d'encadrement. Souvent, effectivement, la capacité de leadership, c'est un peu ce côté mentor, avec une envie de retransmettre des compétences, des connaissances, hein. Des fois, il y a une première partie de vie où la personne acquiert des compétences dans un ou plusieurs métiers. Et à un moment donné, il y a vraiment cette envie j'ai envie de transmettre, j'ai envie, encore une fois, parce que je le fais pas que pour moi. Et ça, c'est une deuxième compétence pour moi de leadership. La troisième compétence de leadership, c'est la perspective. On a vu qu'il y a cette notion de vision globale et puis de possibilité de se projeter en fait avec différents scénarios sur l'avenir, des fois à dépasser des objectifs, à inspirer les personnes. Donc ça, c'est la troisième. Et la quatrième compétence, c'est la capacité d'innovation. Donc, il y a une partie dans l'innovation de prendre des risques, en fait, hein, d'aller sur des chemins qui n'ont pas été encore courus par tout le monde. Et puis, de favoriser, encore une fois, l'autonomie dans les équipes au niveau de la réflexion. Et puis, de voir finalement les problèmes plutôt comme des occasions d'apprentissage que des faits en soi. Bien sûr que, encore une fois, il y a aussi des réducteurs de leadership hein, chez les hauts potentiels sensibles. C'est des fois la tolérance au stress, l'indépendance émotionnelle, le contrôle des impulsions, des fois parce qu'il y a aussi cette hyperréactivité. Mais tout ça, pour vous dire, là, ces derniers éléments, c'est pas identitaire, c'est pas une fin en soi, ça s'apprend en fait quelque part aussi. Donc voilà, vous serez pas comme ça toute votre vie. Si aujourd'hui vous dites, bah oui, effectivement, les environnements stressants, l'indépendance émotionnelle, où j'ai du mal au niveau de ma réactivité, c'est pas une fatalité non plus. Ça bouge tout au long de notre vie. Voilà. Donc, pour conclure un petit peu, puis après on passera au temps des questions-réponses ou des échanges. Donc, je pense que il y a vraiment une intensité particulière dans notre mode de fonctionnement, la pensée qui est vive, l'empathie, donc que j'ai cité, l'imagination, la créativité, souvent qui sont là. Des fois qu'on retient un peu parce qu'on n'ose pas, mais en fait, il y a quand même un potentiel en fait derrière. Mais en fait, chaque force s'accompagne de son défi quand en fait elle n'est pas maîtrisée. La sensibilité peut submerger, la lucidité, le sens critique peut des fois nous isoler des autres, on ne se sent pas compris. La créativité ou la pensée divergente, ça peut des fois nous perdre en fait dans mille directions. Donc, et encore une fois, pour moi, il y a un mélange entre l'inné, c'est-à-dire les données de naissance, et l'acquis, c'est-à-dire nos expériences de vie qui façonnent en fait beaucoup, beaucoup la façon dont c'est créé en fait, ou en tout cas la personne que l'on croit être aujourd'hui. Donc, chaque défi porte en lui une force à révéler. Et chaque force peut aussi devenir un défi à apprivoiser. Donc, ça marche vraiment dans les deux sens. Donc, quand j'ai mis dans l'intitulé du webinaire à un moment les super pouvoirs en fait des hauts potentiels, en fait, c'est pas là pour flatter vos égos. Souvent, il faut rajouter une petite dose dans le vocabulaire pour que le haut potentiel sensible ne voit pas que des failles ou des faiblesses à son tempérament. Mais voilà, on peut parler de compétences singulières, de formes d'intelligence non conventionnelles. Mais le but, c'est pas de polariser hein, et dire que soit les hauts potentiels, c'est des dépressifs chroniques, ils peuvent jamais être heureux, ou alors dire que ce sont des personnes avec des super pouvoirs mystiques qui font d'eux des surhommes qui peuvent sauver la Terre. Enfin, tout ça, les deux, c'est vraiment des extrêmes, quoi. Donc, en fait, nous ne sommes ni au-dessus ni en dehors en fait du monde, hein. Nous ne sommes pas plus géniaux que les autres parce que je crois que chacun a son génie en fait à exprimer. Et ce qu'on appelle les normaux pensants ou les neurotypiques, donc c'est les personnes qui ne sont pas concernées effectivement par ces caractéristiques, peuvent beaucoup nous apporter. Voilà, donc il y a aussi toutes nos parts d'ombre, il y a nos doutes, il y a nos zones de vulnérabilité. Et ça, c'est pas de l'impuissance, mais en fait, c'est en les reconnaissant, en les libérant.
et en régulant aussi ce que nous pouvons finalement après faire, c'est avancer. Donc voilà. Et puis aussi, bah, au lieu de chercher en fait à être à la hauteur ou de sortir de la médiocrité, ce qui avait été évoqué dans le premier webinaire, bah, peut-être chercher à plutôt être aligné en fait avec ce que nous sommes déjà ici et maintenant, sans chercher à se transformer, sans chercher à performer, parce que c'est là en fait que notre potentiel devient vraiment un véritable cadeau. Voilà, donc ce que je voulais vous dire ce soir. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de choses dans le chat, c'est génial. Après, si encore une fois, donc je vais lire, hein, mais s'il y en a certains qui ont envie de prendre la parole, ça peut être des questions, mais ça peut être aussi partager vos expériences comme Sophie l'a fait tout à l'heure, hein, sur ce que vous vivez. Tiens, ah oui, ça me fait penser à ça, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis ça peut résonner dans le groupe. Alors, donc François, associer son et couleurs et sensations physiques, c'est ce qu'a fait le créateur de la méthode Tai Chi. Ok, bah, je connaissais pas ça du tout. Et peut-être qu'il a ses caractéristiques lui-même. Enfin, je ne connais pas la personne, mais j'imagine qu'il a créé ça sur une base d'expérience aussi. Donc, ouais, c'est très intéressant ça, en fait. Véronique, donc en ostéopathie énergétique, il y a une approche de color thérapie. Je ne sais plus exactement comment c'est écrit. Ouais. Il y a une association de la couleur à la façon dont on doit corriger la restriction. Mais oui, c'est intéressant à creuser, Véronique. Et puis en plus, vous aviez aussi des perceptions dans l'enfance singulières, je me rappelle bien, liées à, je crois, de la couleur dans la fumée, si je me rappelle bien. Donc, exactement. Alors, Sophie, donc je n'ai aucune mémoire des événements de manière chronologique, ouais. Ma mémoire est essentiellement sur ce que j'ai ressenti à un moment précis, mais le reste reste flou. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, il y a différents types de mémoire, hein. Il y a vraiment différents moyens de stocker l'information. C'est un peu comme sur un ordinateur, hein, entre le court terme, le long terme, etc. Euh, ouais, mais en tout cas, il y a un lien, vous avez constaté, entre le ressenti, l'émotion, et puis, ouais. Après, des fois, on n'a pas la mémoire des dates, hein, ça, c'est encore autre chose, hein, Hélène, donc mémoire énergétique des événements, souvent je ne me rappelle pas des mots, mais des ressentis lors des rencontres, avec parfois la sensation d'être hors espace-temps, quand il y a une réelle connexion avec la personne, le lieu, l'événement. Et oui, et oui, et oui, parce qu'on ouvre un autre état de présence à ce qu'on vit et on a ce genre d'expérience, encore une fois, dans les états de conscience non ordinaires, hein. On a l'impression soit que ça a duré très longtemps, ou alors que c'était très court. Enfin, en tout cas, on n'a plus du tout les mêmes références. Donc, c'est que vous êtes complètement, effectivement, en lien avec la personne et il y a certainement un sens qui, voilà, fait pour vous que ce moment, il est magique, quoi. Plus d'ancrage, conversation plus légère, ouais. Parfois, ça fait du bien de rentrer dans les conversations profondes et chercher la petite bête. Et pas chercher, ou chercher la petite bête systématiquement. Je pense que c'est pas, oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ce que je disais, hein, comment on dit, les normopensants ou les neurotypiques, ben, en fait, nous apportent beaucoup. Aller dans les petites anecdotes, bah, par exemple, moi, j'étais dans le domaine de l'enseignement. Donc, dans l'enseignement, dans le supérieur, bah, en fait, on nous prend pas, on n'est pas recruté par rapport à la méthodologie du tout. On est pris sur titre. Voilà, en France, c'est ça, c'est la sélection sur diplôme. Et puis après, bah, balancé dans un amphi. Moi, j'ai mis 3 ans avant de faire un cours qui était compréhensible. Voilà. Et en fait, je me suis formée ben, grâce aux étudiants, grâce à leur retour. Mais clairement, ma façon de m'exprimer, de faire passer des notions, justement, j'étais sur un mode complètement divergent, à faire des liens pas pédagogiques, etc. Enfin bon, il y en a qui ont souffert. Mais en tout cas, c'est grâce à eux, donc c'est grâce à leur retour que du coup, j'ai pu aussi me structurer, expliquer les notions, apprendre la pédagogie, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est une anecdote, mais clairement. Et puis, je pense aussi que le côté léger, enfin là, ce que vous évoquez, Hélène, c'est-à-dire, ben, voilà, je prends aussi plaisir juste à être là et sans être forcément dans l'analyse. Ça repose le cerveau, ça fait du bien.
Donc, on peut aussi vivre cette légèreté-là. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont dues à cette dérégulation de notre système nerveux qui est en mode survie, hypervigilance. Et ça, je dirais, bah, il y a des choses à faire, quoi, parce que c'est assez inconfortable aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va plus penser, ça ne veut pas dire qu'on va plus avoir d'émotions. C'est pas possible. Mais en tout cas, les vivre différemment et être davantage dans l'instant présent aussi. Donc, est-ce qu'il y en a certains qui ont envie de prendre la parole? Moi, j'avais peut-être une petite question. Oui, Euh, Hélène. je sais que je fais partie d'un réseau de femmes entrepreneuses et il y a une personne qui est hypersensible et qui justement, c'est son travail d'accompagner les Ouais, hypersensibles. ouais, ouais. Et elle me disait que ça a été prouvé scientifiquement que dans le cas de l'hypersensibilité, au niveau du cerveau, tout ce qu'on appelle la gaine de myéline, Mm. elle est plus épaisse chez les hypersensibles que chez les gens enfin, non, pas normaux, c'est pas le terme, mais Oui, classiques. complètement. Il y a des différences quand on parle justement de neurodivergence ou neuroatypie. C'est basé sur une réalité neurophysiologique. C'est-à-dire que oui, je parlais un peu des images IRM tout à l'heure sur l'aspect haut potentiel. Donc la myéline, effectivement, c'est la substance qui permet de gainer les connexions neuronales. Et vous savez que, ben, enfin, vous imaginez une canalisation. Plus elle est gainée, bah, plus la transmission d'informations se fait rapidement. Que si c'est coupé ou si c'est beaucoup plus fin, ça va plus lentement. Donc ça explique justement aussi en partie, alors j'en ai pas parlé de la vitesse de traitement de l'information, mais qu'on peut mesurer dans les tests psychométriques, ensuite typiquement le QI, le WAIS 4, parce qu'en fait ça permet justement de se dire, ah ouais tiens, déjà même physiologiquement, il y a effectivement des différences. Et puis il y a aussi dans comme je disais, les aires du cerveau qui sont activées. Si on mesure l'activité cérébrale, là aussi, des études qui montrent vraiment il y a beaucoup plus d'informations, que c'est beaucoup plus intense et que les zones qui s'activent ne sont pas les mêmes en fait aussi. Donc bon, c'est en cours, hein, c'est que des travaux en recherche, hein, mais c'est assez passionnant. Donc ouais, donc ça confirme ce que vous avez vu à ce sujet. Bah, merci pour le témoignage en tout cas. Pour Super. continuer justement sur cet esprit de recherche, Ouais. enfin moi là dans le cadre de ma pathologie, je suis suivie en kiné avec une kiné justement qui a une approche de fasciathérapie. Donc Mm. du coup j'ai creusé un petit peu aussi le sujet et il y a pas mal d'études en ce moment qui s'orientent justement vers comment dire, le récepteur émotionnel que seraient les fascias en fait. Mm. Mm. Que les fascias auraient un rôle beaucoup plus important que celui qu'on lui prête, et Ouais. notamment sur tout ce qui concerne le blocage, la transmission des émotions, etc. Enfin, en fonction de la mobilité des fascias, Ouais. la circulation énergétique et Mm, des mm, mm. émotions serait en lien avec ça. Ouais, bah là, je pense que Véronique, je sais pas si elle nous entend, si elle est encore là, si elle a envie de rebondir dans le chat oralement. Oui, bonjour tout le monde. Oui, oui, je suis encore là. Bah oui, je suis ostéopathe et je suis aussi kiné. Je fais de l'ostéopathie énergétique et effectivement, la façon dont j'ai appris l'ostéopathie énergétique est la base en fait pour moi, c'est la base en fait de tout. Les fascias, pour moi, ça. Alors, je sais pas quelle est la définition pour chacun, mais pour moi, les fascias, c'est vraiment toute structure. Même l'os, pour moi, est un fascia parce que tout dépend de la profondeur à laquelle on a l'attention. Et donc, tout est la mémoire tissulaire, en fait, pour moi, le fascia, tissu, pour moi, c'est la même chose. Donc, voilà, la mémoire tissulaire, c'est la mémoire de tout, et donc des émotions également. Mm. Ouais. Bah, ça s'inscrit dans le corps, hein. On sait qu'une émotion, c'est aussi une sensation physique, agréable ou désagréable. Donc, ça peut se cristalliser dans le corps. Et c'est pas, est-ce que c'est en lien avec la méthode Poyet? Parce que justement, en ostéopathie, il me semble que c'est plus manuel, ça travaille sur les fascias, non, pour ceux qui ont Oui, oui, oui. Mm. parce que malheureusement, là, vous êtes actuellement aux États-Unis, donc ça va être dur de faire une séance avec vous. Ouais. Mais c'est ça, je crois qu'il y a il y a Il y a des plein de noms différents, effectivement. Ouais. Il y a plein de spécialités.
des noms qui finalement, pour moi, tout s'accorde, quoi, hein, tout se relie. Après, tout dépend à quel niveau on va dans la perception des choses, dans l'approche. Voilà, mais c'est vrai que tout ça, pour moi, c'est lié. Mhm. Et ouais, et je pense aussi, enfin moi je crois beaucoup aux approches globales justement, on va aller voir l'individu sous différents angles, puisque tout est relié aussi, donc on n'est plus juste sur, on va avoir un organe et puis point, parce qu'en fait peut-être on peut louper des choses, même si c'est complémentaire, hein, de toute façon, d'avoir aussi des spécialistes dans certaines pathologies sur un organe par exemple en particulier, quoi. Mm. Bon, bah, super enrichissant. Ouais, donc Sophie, oui, c'est ce que vous mettiez. Ok, ouais, ouais. Ouais, ouais, sur les fascias, effectivement. Ah, il y a plein d'approches aujourd'hui, hein, il y a plein d'outils, hein, là aussi, enfin, c'est à la fois l'avantage et puis des fois l'embarras du choix. Quel outil on utilise, quelle méthode on utilise. Donc, c'est s'écouter. Ouais, ok, merci. Ouais, ouais, extrait de l'article. Si jamais, bah, Sophie, je sais pas si vous êtes dans le groupe LinkedIn, mais éventuellement, bah, peut-être, je vais voir sous quelle forme je le mets là, ce dico, ou si jamais il y a des choses que vous voulez partager éventuellement dans le groupe, peut-être que ce serait possible et que ça intéresserait justement d'autres personnes. Donc on pourrait se mettre effectivement des choses comme ça, hein. Ok. D'autres envies de partage, témoignages, questions? Dans tous les cas, bon, moi je vous tiendrai informé des suites par rapport à mes actus. Ce que je pense lancer, alors c'est pas complètement finalisé, donc je pense que je vous mettrai l'info encore une fois dans le groupe et ou peut-être un partage par ailleurs. C'est en fait un programme sur l'intelligence émotionnelle. J'en ai parlé. Donc l'objectif, bah, c'est d'identifier en fait précisément, de cartographier, de développer aussi vos compétences. Donc avec des ateliers qui seraient collectifs en ligne. Il y aurait aussi possibilité bah, de passer le test de quotient émotionnel. Donc je sais que certains d'entre vous l'ont fait. C'est un outil qui est certifié, qui vous permet aussi d'avoir un rapport individuel à ce niveau-là. Et puis ben, d'avoir voilà, dans un petit groupe des échanges, des exercices pratiques, éventuellement des supports aussi en clé sciences. Donc voilà, en termes de date, ce serait à partir, je pense, de la mi-mai, début juillet, que ce soit terminé avant les congés d'été. Mais voilà, environ un mois et demi, 2 mois. Et puis, possibilité d'extension si vraiment c'est plus l'hypersensibilité qui vous intéresse. Mais voilà, ce programme, il n'est pas forcément lié que sur l'aspect au potentiel sensible, hein. Ça peut vraiment intéresser d'autres personnes qui souhaitent en savoir plus justement sur cette intelligence et puis développer leurs compétences. Donc, je vous mettrai voilà, les infos à suivre en fait, hein. S'il n'y a pas d'autres questions, partage ou voilà, autre point que vous vouliez déposer là ce soir. Ben, en tout cas, je vous remercie à tous pour votre présence, votre écoute et puis bah, prenez soin de votre sensibilité, hein. Je pense que c'est un potentiel qui est là, qui est à apprivoiser. Encore une fois, bah, on peut se sentir submergé des fois, on ne sait pas quoi en faire. Mais finalement, pour moi, c'est aussi votre plus belle richesse et ce que vous pouvez offrir aussi au monde. Voilà, ce serait l'intention proposée après ce webinaire. Donc, merci à tous et bonne soirée, puis bah, à bientôt, certainement pour certains. Merci, merci beaucoup. Merci et belle soirée à tous. Merci, pareillement.